Hirohiko Araki, JoJo's Bizarre Adventure, c'est clairement incroyable. Hein. C'est un des mangas qui a marqué les dernières décennies. Et on va du coup consacrer un dossier complet à cette œuvre, dont son auteur qui se nomme du coup Hirohiko Araki. Et on va du coup revenir un peu sur la personne avant d'attaquer l'œuvre. Otaculte, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Araki, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ses débuts Hirohiko Araki, donc il est principalement connu pour JoJo's Bizarre Adventure, hein, ça on va pas vous l'apprendre. On va un peu commencer par revenir sur son enfance, hein, pour un peu recontextualiser comment il a commencé ses débuts. On va revenir sur ses premières œuvres notamment, avant JoJo's, on va dire. Donc déjà pour commencer, il faut savoir que donc c'est un mangaka japonais qui a la soixantaine d'années, mais on dirait pas, hein, parce que le mec oui, il fait quand même très jeune, on dirait qu'il vieillit pas, le mec, c'est ce qui me surprend toujours. Mais en fait, donc déjà la passion des mangas, donc ça lui vient de son père, clairement. C'est son père qui l'a beaucoup inspiré à se lancer dans le manga. Et c'est aussi, en fait, sa volonté d'écrire des mangas lui est venue parce qu'il se sentait un peu à l'écart quand il était jeune. Et ça a été aussi un moyen pour lui d'avoir un petit peu de reconnaissance envers ses proches, ses amis au lycée, d'écrire des histoires qu'il faisait découvrir à ses amis. Et c'est un peu comme ça qu'il a commencé. Donc voilà, pour resituer ses premiers véritables débuts, on va dire, parce que c'est quand même là que part son rêve, c'est là que son rêve est né, on va dire. Donc voilà. Et surtout, moi, l'anecdote que je retiens le plus sur les débuts de Hirohiko Araki, c'est que au début, il voulait se présenter ses premières planches à la maison d'édition Shogakukan, donc, qui est un gros poids lourd du marché japonais. Et quand il a vu la taille du bâtiment, il s'est dit, oula, le bâtiment est énorme. Il était pas chaud, le mec. Du coup, il a préféré aller chez les concurrents. Enfin, c'est un peu les mêmes. En fait, c'est une alliance un peu les deux, Shogakukan et Shueisha. Ça appartient à la même chose au final. Mais du coup, il a préféré aller voir chez Shueisha juste parce que le bâtiment était moins imposant. Ça me tue. Et finalement, il a donné plus à manger à la Shueisha avec JoJo's derrière. Tu vois. Ça me tue. C'est incroyable. Mais donc ouais, du coup, ça compte. Non mais mais non mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le mec a commencé à envoyer ses planches à 15 ans. Donc au début, il les envoyait par la poste. Il avait que des retours. Non frérot, c'est pas bon. Clairement, moi, il a pété un plomb. Il est allé sur place et il voit le truc. Bon, après réflexion, peut-être rentrer à Sendai. Le mec s'est chauffé d'un coup et quand il est sur place, c'est ouf. La petite maison d'édition là, c'est clair qu'il a commencé à 15 ans et il a quitté ses études pour devenir mangaka professionnel à l'âge de 20 ans seulement. Donc il s'est très vite jeté dans le bain quand même. Ça me fait pas penser à Urasawa en termes de parcours. Comme ça commencer très tôt, se servir un peu du manga comme faire valoir social et derrière enchaîner direct sur le monde de l'édition. Je pense de mémoire, il a un peu le même parcours Urasawa donc. Ouais, Urasawa qui dessinait essentiellement quand il allait chez sa grand-mère et tout. Ouais, c'est un peu, on retrouve un peu de ça. Ouais. Et du coup, sa toute première œuvre, on va dire, c'est Dusu Poker, donc je crois c'est 81, donc c'est une histoire courte qui a été publiée dans Shonen Jump. Donc là, comme il y en a une chaque semaine dans chaque numéro, là, il a commencé comme ça. Donc clairement, c'est pas un truc marquant dans sa carrière, c'est vraiment ses premiers pas, on va dire. C'est les débuts, il se forgeait. Il gagne quand même la deuxième place du prix Tezuka. Oui. Enfin, sinon il serait pas dans le Jump. Mais c'est quand même, c'est un bon début, quoi. On a vu pire. Ouais, clairement, tu sens le potentiel déjà. Après, on est très loin de son style de dessin qu'on verra finalement un peu plus tard sur JoJo's Bizarre Adventure. Après, vu que ça n'a pas non plus été un succès espéré, on va dire, parce que sinon il aurait eu une grosse série derrière avec. Enfin bref, il a eu la totale. Donc il a enchaîné l'année suivante avec plein de nouvelles histoires courtes. Donc il y a déjà Outlawman. Il y a très peu d'informations par contre sur les vieilles séries de Hirohiko Araki, donc malheureusement on les a pas toutes lues. C'est un peu dommage, elles sont un peu indisponibles. Il y a Virginia no Yoroshiku aussi, ou encore Mashonen BT. Voilà, d'ailleurs c'est c'est sa première série à avoir attiré un certain public. Et voilà, elle a eu la première parution en volume relié. Donc c'est quand même la série où les éditeurs ont commencé à se dire ah ouais, là il y a un potentiel de vente derrière. Donc c'est la première série en volume relié. Ensuite
Et, ah oui, mais ça, par contre, pour ça, là, on a des infos, j'avais oublié. Donc c'est un peu une enquête policière, on va dire, avec des énigmes, un peu dans le ton de Conan. Donc c'était déjà très axé sur le côté stratégie, intelligence, ce qu'on va retrouver finalement plus tard dans JoJo's Bizarre Adventure. Ça, par contre, ça a l'air goldé. Hein. Ce truc-là, je l'ai pas lu, j'aimerais bien que ça arrive, que j'aimerais trop le lire parce que ça a l'air goldé de fou. Il y a un personnage qui s'appelle Koichi dedans. Voilà. Ouais. Il y a un mec qui s'appelle Koichi déjà. Et quand tu regardes Koichi, c'est un personnage qui traîne en fait depuis l'enfance dans des mangas qui lui a servi d'inspiration, qui dit lui-même en gros être un peu ce qu'il a ouvert au manga. Après on parlera de toute façon un peu tout à l'heure de Sanspi. En gros dans Babel 2, il y a un personnage qui s'appelle Koichi qui se balade en tenue d'écolier. Là après dans Mashonen, t'as un mec qui s'appelle Koichi. Après dans Joe, t'as un truc qui s'appelle Koichi. Ça l'a matrixé, je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y a des explications un peu là-dessus. Et ça vraiment, c'est son... Au passage, ça serait cool que toutes ces histoires courtes, qu'on ne les sorte en France parce qu'elles ont été recueillies dans un recueil justement d'histoires courtes au Japon. Donc ça serait bien qu'on l'ait en France un jour, mais... Cam, si vous me regardez. Je sais pas si ça arrivera, mais ça serait vraiment cool pour le coup. Parce que comme l'Exela le dit, il y a plein de petites... déjà des références... Enfin, en fait, il y a des échos à JoJo's Bizarre Adventure avant que JoJo's Bizarre Adventure ne débute. Donc il y a vraiment... C'est les prémices de la série culte qu'on connaît aujourd'hui. Sullivan, si je me regarde, un clin d'œil. Après, par contre, en 84, donc 2 ans plus tard, après tous ces petits échecs, entre guillemets, ces essais, on va dire, il a commencé Bao Rayosha dans le Jump, encore une fois. C'est une série courte en 2 volumes. Mais par contre, là, donc, je pense que ça va déjà parler un peu plus d'entre vous, qui sont dans le chat, peut-être même dans la team, vous avez déjà vu des visuels. Et, c'est une série qui a eu droit à un OAV au Japon quand même. Donc il y a une adaptation derrière et tout. Ça a quand même fait pas mal parler une série qui a fait parler d'elle. Donc là, on sent que l'auteur il monte en puissance petit à petit. Ça arrive. On sent qu'il a du potentiel. Voilà, il se cherche encore, mais ça arrive. C'est une série que je crois pas qu'elle a été éditée en France, celle-là. Elle a pas été éditée en France. Elle a été éditée, je sais pas où en Europe, où exactement, un pays en Europe, je sais pas. En Italie. En Italie, voilà, en Italie, je crois. Ouais, il me semblait que c'était proche, mais. Ça aussi, c'est pareil, enfin voilà, on connaît la notoriété de JoJo's, de l'auteur. J'aimerais bien qu'on nous ressorte, comme ils le font pour Urasawa chez Kana, les premières œuvres de l'auteur, même si bien sûr c'est pas le même succès, c'est pas la même, c'est pas le, voilà, tu ressors pas du Yawara qui a très bien marché au Japon par exemple, tu vois, c'est compréhensible, mais bon, ça serait cool. Donc c'est Bao, c'est vrai que pour moi c'est limite les prémices, on va dire, du JoJo Bizarre Adventure qu'on connaît maintenant un petit peu. Donc en français c'est Bao. Au niveau des stands, il y a un petit côté, le personnage se transforme en monstre, c'est des trucs bizarres comme ça. Il y a manipulation génétique. Certaines illustrations, je crois que c'est la cover du tome 1 de Bao, où en fait tu vois le monstre derrière lui, tu dis ah attends, j'ai déjà vu ça quelque part. On sent que le mec réfléchit à ces trucs depuis très longtemps. Il y a plein de fils conducteurs dans ses œuvres. Et en plus là Bao, c'est quoi, c'est 2 tomes au Japon. Ouais, c'est 2 tomes. Tu sors un gros volume, il y a moyen de faire en plus, c'est ton cam, ils ont moyen de faire une belle édition, un intégral. Il y a moyen de faire quelque chose. Tu le vends, il y a JoJo's derrière, tu mets le nom dessus. Hirohiko Araki, tout simplement, c'est un nom maintenant. Donc il y a moyen de faire quelque chose. On peut, je pense qu'un jour, j'espère que ça va quand même arriver. Je pense. Un jour. Et donc du coup, après, il poursuit l'année suivante avec Georgius Irene. Donc c'est la dernière œuvre qu'il a fait avant de se lancer dans JoJo's. Ça a été publié dans le Super Jump. Donc je crois que c'est un magazine qui n'existe plus, qui a été remplacé par l'Ultra Jump, si je dis pas de conneries. Je sais plus s'il existe encore. Ouais, je pense que c'est ça. Et voilà, là par contre, il s'est essayé au Magical Girl. Donc Araki, je demande à voir aussi, c'est un tome. Je demande à voir Hirohiko Araki sur du Magical Girl. C'est le mec, on sent encore une fois qu'il essaie de toucher à plein de choses. Et finalement, on retrouve ça aussi dans JoJo's. On en parlera encore, on va avoir le temps d'en parler, mais j'aime bien cette volonté de toucher à plusieurs choses. Voilà, il s'essaye, il voit que ça marche pas trop, mais finalement, il va s'inspirer de tous ces échecs ou ces choses qui n'ont pas trop marché pour faire un tout et bien le modeler justement pour faire un gros succès derrière. C'est assez inspirant, je trouve, pour notamment les jeunes auteurs qui veulent écrire des mangas. Si vous faites un premier échec, c'est pas pour ça que ça va conditionner votre carrière par la suite, quoi. C'est clair. Et après... Oui. Ouais. Genre j'irai, c'est bon. La régie que vous entendez pas, du coup, qui a corrigé, oui, c'est Gorgius Eren, pas Georgius. Georgius. C'est vrai que j'ai lu Georgius. Je me dis, bon, je l'ai déjà banni sur son accent pour Trunks. On arrive à 87, et là, c'est la consécration, mais pas tout de suite, finalement. 87, c'est les débuts de JoJo's dans le Jump. Mais
ça n'a pas tout de suite été un succès, hein, JoJo's. C'est quand même assez. On va revenir sur le style de dessin, le concept et tout, c'est assez atypique finalement. Et c'est dur de rentrer dans le délire, mais après, quand ça a pris, on connaît la suite, hein, c'est JoJo's Bizarre Adventure, on présente plus la série. Et on va quand même le faire aujourd'hui parce que c'est le, c'est le thème de l'émission, on va dire. Donc, c'est clair. Non, mais c'est ce que tu dis là, le fait que ça c'est pas forcément, enfin, ça explose pas forcément tout de suite et tout. C'est parce que JoJo's, pour l'époque, c'est particulièrement transgressif en termes de code, de tout ce qui se fait dans le manga. Oui, c'est un coup de pied dans la fourmilière. C'est n'importe quoi. C'est pas un gros truc d'action, déjà. En plus, le héros n'est pas japonais. C'était tabou, ça, à l'époque, en plus. Hein. Mais ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et ça, c'est une volonté de Araki, où, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment, de ses propres déclarations, si ton personnage principal évoque quelque chose que les personnes ont déjà vu, un petit sentiment de déjà vu, comme ça, ne te marque pas direct, tu dis, waouh, c'est qui ce mec? L'histoire, elle est ratée. Genre, c'est pas le personnage qui a raté, c'est tout le manga. Tu peux le mettre à la poubelle, c'est nul. Et d'ailleurs, il se plaindra un peu de Jonathan par rapport à ça, qu'il a fait peut-être un peu trop lisse, le personnage. Il est très, il est gentil, il a bon cœur, il est fort. Lui, il est plus. Il va vite passer à autre chose et on va en parler après, mais il va vite corriger peut-être ce truc-là, même si moi je trouve pas que c'est un défaut forcément. Tu vois, mais, enfin, en vrai, c'est le seul cliché entre guillemets de JoJo's au début, quoi. C'est le héros au bon cœur qui veut faire les choses bien. Et ça fait sens, hein, enfin, d'un côté. Hein, c'est dans derrière aussi. C'est le noble d'Angleterre, enfin c'est le gentleman en fait. Donc en vrai c'est pas non plus. Après Araki c'est un perfectionniste aussi. Hein. C'est clairement de toute façon quand tu déclares des trucs comme ça, le mec dit bon Jonathan il me saoule. Tu comprends que voilà le mec a certaines ambitions. Et tu le disais Elias, on passe vite à un autre personnage. Et là encore une fois, non content de se faire un personnage étranger avec un antagoniste italien dans une histoire qui se passe en Angleterre. Le mec commet l'impensable dans le Jump. Ah, mais là, c'est pour ceux qui n'ont pas lu ou vu la première partie de JoJo's, on va peut-être pas vous spoiler, je sais pas. Faudrait quand même vous y mettre, j'ai envie de dire aussi. C'est très court le début, en plus, et c'est ça qui lance un peu la série. Donc c'est 9 épisodes le début, hein, même pas. C'est ça. Ah, mais en gros, il y a un gros tournant qui va faire que on va pas suivre uniquement l'histoire d'un héros, d'un protagoniste. C'est une histoire qui va s'étaler sur plusieurs générations, donc toujours avec la thématique un peu de la vengeance, un fil rouge et avec Joe Bando qui revient souvent, puisqu'il a fait des dingueries dans la première partie. C'est pas un antagoniste marquant et emblématique pour rien, on va dire. Quoi. Voilà, il a mérité ça, son CV quand même. Mais pour les débuts, genre, pour avancer dans l'œuvre, c'est vrai que Araki, c'est quelqu'un qui s'inspire, qui voyage beaucoup, qui beaucoup l'Europe. Ça, je sais que d'ailleurs, dès le début, il va se partir en France, européen, etc. Il y a la mode, mais ça en reparlera bien évidemment après. C'est quelqu'un qui a beaucoup de culture, en fait. Ce mec-là, c'est une montagne de culture, c'est incroyable. Ça se ressent à travers toute son œuvre. Et du coup, comme disait Xela un petit peu plus tôt, c'est que c'est un des premiers à une époque où dans le Jump, tu avais des Hokuto no Ken avec des gros muscles, voilà, on était comme ça, tu vois. On s'en rapproche vachement, en tout cas en termes de plastique, en termes de visuel au début, avec des personnages très musclés, voilà, très un peu caricaturaux. On a Jonathan, on a Gio. C'est une inspiration, hein, Tetsuo Hara, franchement, faut le dire. Non, quand tu vois les premières planches de JoJo's et Hokuto no Ken, on y est vraiment. Un moment même. Hein. Même type d'ancrage, etc. Le trait. Hokuto no Ken, c'était avant Dragon Ball, avant Slam Dunk, avant cette âge d'or, comme on aime bien l'appeler. Hokuto no Ken, c'était le manga, tu vois. C'était genre le manga en termes de succès, c'était au summum, tu vois. Donc c'est clair que beaucoup s'en sont inspirés, dont Araki. Ça, c'est clair et net. Et donc la première partie, ça se passe en Angleterre. Ensuite, Jonathan, Joe Star, et c'est une sorte de drame familial entre guillemets avec Dio Bravo, qui devient un truc. Et en fait, on comprend très vite que le manga prend une toute autre tournure au bout de 5 tomes. Finalement. 5 tomes, tu comprends que JoJo's Bizarre Adventure, ça va être quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on te vend au début. Et comme je dit depuis tout à l'heure, il en cite pas mal de ses mangas avant JoJo's. On sent que Araki veut faire plein de choses. Et en fait, c'est un des rares, même le seul, mec, qui a réussi dans un seul et même manga
raconter plein d'histoires différentes. Ouais. À travers plusieurs parties. Une partie actuellement, dont la dernière est encore en cours au Japon. Chaque partie, c'est un nouveau manga, en fait. Au lieu de juste rappeler, faire un nouveau manga et l'appeler différemment, ça reste Jojo's Bizarre Adventure. Et il arrive à te raconter plein d'histoires. C'est incroyable. C'est le seul mec qui a fait ça, je crois, au long terme, à un tel niveau. Y en a pas. De toute façon, à un tel niveau de base, il n'y a pas non plus 50 mecs. Hein. Araki, il a réussi. Aujourd'hui, un peu moins en Europe, surtout en France, mais Araki, c'est pas du niveau de Dragon Ball peut-être, mais c'en est pas loin en termes d'importance, en termes d'influence. Donc oui. Le micro fait des petits sons. On dirait que comme si. C'est toi, Elias, ton micro il coupe vite fait. Ouais, le son fluctue en fait. Je crois que ça venait de moi au début, je me suis dit putain. C'est bon? Fais une phrase. Bonsoir monsieur, bonsoir. Jojo's Bizarre Adventure, c'est la vie. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bon, c'est mieux. Donc, on m'avait pas entendu depuis tard, je parle pour rien, ça se trouve. Non, on t'entend, mais c'était juste pas très agréable. Ok, bah excusez-moi, mais voilà, Xela, tu voulais continuer ou je sais pas. Ouais, derrière, on arrive sur un nouveau perso, du coup, qui, justement, là où je disais que il faisait très, très bon garçon, Jonathan, là on se retrouve avec Joseph, directement on change de délire. On est vachement plus, d'ailleurs c'est une de ses grosses inspirations, ça personnage qui fait vachement penser à Indiana Jones. Hein. En même temps, il est bon, c'est un bon gars et tout. En même temps, il a des vices, il a des petites tares, il déconne pas mal. Et là, direct, on change de registre. On part sur un truc vachement plus orienté aventure. On part aux États-Unis. Après, on va, si je dis pas de conneries, c'est dans la forêt amazonienne, non? Que ça se trame la partie 2. C'est au Mexique. Ah oui, non, mais c'est le truc Aztèque. Oui. Et tout ça, on change complètement de registre. Et pourtant, et c'est là pour moi que vraiment, je pense que Jojo se révèle avant évidemment la partie 3 qui va, voilà. C'est là, le mec en fait a changé absolument tout son manga. Les protagonistes, antagonistes, ambiance, thématique, tout, ça n'a plus rien à voir. Et pourtant, le mec continue, ça monte encore plus, ça devient encore mieux. Et c'est ce qu'il a fait en fait toute sa carrière, c'est voilà. J'ai fait ça, ok, ça c'était cool, j'ai fait un road trip, ok, on fait un truc de mafia italienne. Enfin, c'est ça, en fait, Jojo's Bizarre Adventure, tu retrouves tous les thématiques et genres possibles en même temps dans une seule œuvre. C'est trop, genre, le mec, il est trop fort. Et justement, le titre Jojo's Bizarre Adventure, le bizarre, il prend tout son sens finalement. En fait, il fait ce qu'il veut, genre, il se balade. C'est une démonstration à chaque partie. Pas que des thématiques d'ailleurs, les genres eux-mêmes. Hein, genre... Ouais, c'est ce que j'ai dit, thématiques et genres. Tu ok, excuse-moi, je t'avais entendu. Tu retrouves tout dans l'œuvre, quoi. C'est clair. C'est trop impressionnant. Là, souvent, à tort d'ailleurs, les gens s'arrêtent à la première partie, quelques épisodes, souvent pour l'animé, ou voire même le début du manga, et se disent soit la zappe, soit s'arrête là parce que ça leur correspond pas. Grosse erreur. C'est faux. Ouais. En fait, c'est une erreur monumentale dans le sens où c'est impossible qu'il n'y ait pas au moins une partie de JoJo's qui te plaise, tu vois. Il y a tout. Si t'aimes les mangas de mafia, tu veux un gros shonen Neketsu, tu l'as. Il y a tout ce que tu veux. Tu veux du slice of life, t'as une partie entière de ça. Exactement. Non, mais au-delà de ça, moi, ce que je comprends pas, c'est comment on peut trouver la première partie mauvaise. Parce que surtout si tu remets les choses dans le contexte, le mec, il arrive dans le Jump. C'est un nouvel auteur limite. Voilà, c'est pas un nom encore Araki à ce moment-là. Et tu vois la fin de la partie 1, mais déjà c'est très bien exécuté. Hein. Certes, c'est un peu plus classique que les autres dans la forme et tout. Mais il arrive, il se dit ok, vas-y, ça m'a saoulé, je vais faire autre chose. Le mec, voilà, c'est bon. Quand on voit la fin et tout, c'est un bouleversement dans le Jump aussi. Genre, qu'est-ce que c'est? Les gens ils se demandent, ils se posent des questions. Putain, c'est un vrai ovni bordel, genre. C'est incompréhensible. En fait, le problème, c'est que, c'est que justement, les gens, souvent quand ils lâchent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à la fin de la partie 1. C'est pour ça que là, ils voient pas justement un peu les couilles qu'a Araki, j'ai envie de dire, surtout pour l'époque. Ah oui, clairement. C'est surtout parce qu'en fait, par exemple, sur le personnage de Jonathan, c'est surtout ce qui beaucoup les gens, c'est que, en fait, il y a plusieurs analyses, comme on disait tout à l'heure, il y a Araki avec ce qu'il pense, et il y a aussi le fait que, en fait, Jonathan, c'est une représentation du divin limite en lui-même. Je veux dire, le mec, il fait pousser des fleurs sur une branche d'arbre qui est morte sans s'en rendre compte. Je veux dire, est-ce que t'as plus représentation du divin et de la bonté que ça, quoi?
Oui, non, c'est clair, il est presque christique, Jonathan, et oui, je pense que c'est ce qui va saouler un peu les gens qui vont l'acheter sur la partie 1. Après, bon, est-ce que, je pense qu'on va pas faire non plus 50 ans sur l'idée de ne pas lâcher la partie 1, Oui. mais vraiment, faut se rendre compte que pour l'époque, c'est renversant. Là où aujourd'hui, en fait, ça va paraître un peu justement très classique, trop classique. Quand tu le recontextualises, tu te rends compte que c'est une méga dinguerie. Ah oui, clairement. Mais moi, ce qui me choque surtout, c'est que, comme tu dis, c'est un nouvel auteur. Donc le mec n'est personne. Et c'est-à-dire, c'est sa première série qui dépasse les 2 tomes. Donc le gars a enfin un truc stable un peu, il est installé et tout. Et il accepte il parie ça. Il fait tapis, il fait ok les mecs, j'ai une série, c'est super dur dans le jump et tout, les séries ça saute vite, machin. Pas grave, on y va, on va au bout des trucs. Et l'éditeur derrière, moi je trouve que c'est un truc que voilà, faut quand même remercier aussi le gars, quoi. L'éditeur qui lui fait confiance. C'est quand même quelque chose, parce que déjà t'as un auteur, t'as un gamin, parce qu'à l'époque c'est un gamin, qui va se dire bon, ton personnage japonais c'est non, l'histoire au Japon c'est non, au fait tome 4 on a changé de personnage principal. Gros big up à l'éditeur d'ailleurs, parce que il lui a laissé, enfin pas carte blanche, mais il a vraiment laissé une marge de liberté, alors que surtout dans un contexte aussi normé que le jump à l'époque, genre où genre rien que le fait d'avoir un protagoniste qui n'est même pas japonais, c'est vraiment un non catégorique. Là, l'éditeur c'est limite s'il l'a pas poussé, il lui a pas donné des ailes encore plus, quoi. On peut faire le parallèle actuellement avec Chainsaw Man. On se demandait ça foutait quoi dans le jump. Bah finalement, il a été transféré dans le manga plus, tu vois. Mais en vrai, c'est pour faire encore notre parallèle, c'est comme si Machel là, il arrive à sa première année. C'est comme si au bout du 5e tome, bah l'auteur il se dit finalement bah non, en fait j'ai envie de faire un autre chose. Il reset tout, on reprend à zéro. Bah non, je pense pas qu'il aurait eu le droit à l'heure actuelle, sachant qu'il a pas de notoriété. Je pense pas qu'on est prêt de revoir ça dans le jump, quoi. C'est une grosse confiance de l'auteur, et tu disais qu'il lui laisse beaucoup de liberté, mais il y a aussi un autre truc, c'est il y a un vrai conseil derrière. Après, je sais pas si c'est le même éditeur qui restait tout du long, mais sur la partie 3, parce que je voulais quand même parler des deux parties où Araki met quelque chose en place de très important pour la suite du manga, mais aussi dans le monde du manga en général, à une époque où dans Dragon Ball on se bat avec du ki, aujourd'hui on connaît Naruto qui se bat du chakra. Araki lui invente entre guillemets le concept de Hamon, de l'onde, et quelque chose qui va drastiquement marquer déjà l'œuvre en soi, mais surtout aussi les auteurs qui vont suivre derrière. Je pense par exemple tout de suite à Hunter x Hunter avec le Nen. Le Nen pour moi c'est clairement l'onde de Hunter x Hunter poussé encore à un autre niveau, et bon ça Togashi s'en cache même pas, hein, tu vois. Isoka, il est clairement inspiré de Diopando, hein, il s'en cache pas. C'est clair, le chakra de Naruto, c'est pareil, pour moi, c'est une sorte de variante aussi indirectement de l'onde. Donc, Araki, c'est aussi un pionnier dont beaucoup d'auteurs d'aujourd'hui, des années précédentes, se sont inspirés. Et pas que pour ça, on va peut-être en revenir après. Mais c'est clair que Togashi ne se cache pas de s'être inspiré d'Araki pour ce genre de choses. Et comme Araki déborde de bonnes idées, comme Xela allait en parler, je vais te laisser justement en parler, c'est qu'à partir de la partie 3, il va encore bouleverser les codes de son propre manga. Il est trop fort. Ça, c'est hallucinant. D'ailleurs, petite précision juste avant de passer à la suite. La partie 2 a été conçue à la base juste un peu pour servir d'intermède en fait, entre la disparition de Dio. Il était tellement attaché à son personnage, et le personnage avait tellement de potentiel, il s'est dit putain, j'ai envie de le faire revenir. Mais si je le fais revenir maintenant, ça perd de son piment. Du coup, le mec s'est privé consciemment de son antagoniste et de son personnage le plus populaire pendant tout un arc, juste pour faire un build-up, pour le faire revenir en mode de grosse dinguerie. Et ça, juste voilà, je trouve ça juste... encore une fois, c'est du génie. Et là, derrière, du coup, on parlait de l'éditeur. L'éditeur lui fait bon, mec, t'arrives à ta 3e partie. Le Hamon, la Londe, c'est cool, mais arrive au bout, quoi. C'est pas super haut, il n'y a pas beaucoup de possibilités, c'est la même chose. Il faudrait rajouter un petit truc. Et là, le mec fait oh bah tiens, mec, j'ai une idée. Imagine, à la place, on a une représentation de leur pouvoir, de leur esprit un peu combatif, machin, qui se met derrière leur dos, qui met des coups de poing. Je pas le stand. Et le mec, juste comme ça, sur un truc que personne ne comprend. Parce que c'est super bizarre. Enfin, le stand, essayer d'expliquer le stand à quelqu'un,
c'est un fantôme qui crache du feu et qui met des coups de poing. En même temps, c'est la personne, parce que s'il prend, c'est incompréhensible. Et là, le mec a inventé le stand, en fait, qui va devenir, je pense, le truc le plus marquant de sa série derrière. C'est là que ça, l'identité de Jojo. Ouais, son identité, même la popularité, c'est à ce moment-là que ça explose vraiment. Quand tu vois les sondages encore aujourd'hui, ce qui revient, enfin les parties les plus appréciées, c'est principalement celles où il y a des stands, et surtout Stardust Crusaders. T'as aussi, comme vous l'avez dit, l'antagoniste Dio Brando principal qui revient. Voilà, t'as un Jotaro qui est peut-être le JoJo's le plus apprécié aussi. Donc clairement, cette partie en plus, moi ce que j'aime bien, c'est que, encore une fois, il change de registre. Là, on part sur le road trip, le manga, l'aventure avec un grand A, le groupe de potes, sans doute le plus marquant de l'histoire du manga peut-être aussi. Parce que la bande en soi, t'as l'impression que c'est vraiment tes refs. T'es là avec eux en fait. C'est ça qui m'a marqué aussi, c'est trop. Voilà, le mec se renouvelle constamment et à chaque partie, il t'ajoute encore un petit truc. Voilà, par exemple, on va parler encore de la partie 4 après, mais la partie 4, c'est plus du tranche de vie finalement, tu vois. Il est trop fort. C'est clair que la partie 3, c'est la partie la plus connue, je pense, de Jojo, celle qui est peut-être la plus aimée, en tout cas au Japon. C'est clairement la plus connue. Après, une partie 1 où c'était plus drame familial, une deuxième partie peut-être un peu plus, comment on pourrait la qualifier, de guerre, un peu guerre. La troisième partie, on est sur un gros Neketsu qui tâche sa mère. Un road trip en Égypte où on va suivre du coup Jotaro aussi, qui est peut-être un des personnages les plus iconiques du monde du manga, tout court, tout le monde confondu, on peut le dire, qui va devoir traverser l'Égypte pour sauver sa mère. Et encore une fois, je suis d'accord avec ce qu'on disait au Otakult, c'est la partie peut-être la plus iconique de JoJo's Bizarre Adventure, avec des personnages aussi iconiques les uns que les autres. On cite Jotaro, il y a Joseph qui fait son retour aussi également. On a des Kekyoin, des Porunarefu, Kokoreko, les amis. Mais c'est vrai qu'on sent une inspiration. On sent que le mec s'inspire de tout ce qui l'entoure dans le monde. Le mec voyage. À voyager de fou, qui kiffe rajouter plein de trucs. Une partie qui se passe du coup en Égypte pour la plupart du temps. Donc franchement, Raider, et on en parlait tout à l'heure du coup les stands aussi. Les stands qu'ils ont bien évidemment donné naissance à des Shaman King. Persona, bien évidemment. Il y a Yu-Gi-Oh aussi. Alors Yu-Gi-Oh, c'est un peu plus précis, là on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui inventent une interview de Takahashi qui n'existe pas, donc c'est un peu voilà. Mais par contre, moi ce que je trouve, c'est que sur la partie 3, c'est peut-être celle, en tout cas, c'est là où c'est le moment où il va en fait se libérer complètement, je trouve, créativement. On parle un peu de ses inspirations tout à l'heure. Et c'est là, par exemple, c'est avec vraiment cette partie-là, même si voilà, on le comprenait déjà un peu avant avec des personnages comme AC/DC, des trucs comme ça. Là, par exemple, on découvre son amour pour le rock, mais à toute la musique, même globalement, à toute puissance. Iggy, c'est Iggy Pop. Par exemple, les noms de stand. Tous les noms de stand quasiment, c'est des groupes de rock, et ça va le suivre encore pendant longtemps. Il y a Vanilla Ice aussi, qui est Vanilla Ice, c'est un peu particulier comme genre de musique, mais je trouve que c'est juste fou. Et je crois d'ailleurs, Otakult, tu disais un truc tout à l'heure avant qu'on lance sur les couleurs, parce que c'est un truc qui est particulièrement utilisé dans la partie 3. En tout cas, c'est là que ça commence à vraiment s'afficher clairement, vu qu'il y a des personnages très iconiques. C'était quoi déjà? Donc c'est déjà quand tu penses à JoJo's Bizarre Adventure, voilà, c'est beaucoup voilà, tu vois des ciels jaunes, des ciels bleus, des personnages qui n'ont jamais les mêmes couleurs, que ce soit de cheveux, de vêtements, etc. Ça c'est Hirohiko Araki qui a cette volonté et une approche de la couleur assez atypique qui lui vient d'un peintre, donc Paul Gauguin, s'il y en a qui connaissent un peu, c'est un peu le précurseur de ce mouvement, avec les couleurs qui changent, voilà. Ça renforce encore une fois l'aspect du titre. On parle beaucoup du fond et voilà, de ce que Hirohiko Araki raconte finalement dans ses histoires. Mais dans la forme, c'est pareil, c'est JoJo's Bizarre Adventure. À chaque fois, t'as les personnages, on se demande pourquoi lui il a les cheveux bleus, après il a les cheveux verts, on comprend pas. Mais en fait, c'est une volonté artistique qui est clairement assumée par l'auteur. Et voilà, ça vient de ce peintre qui est un précurseur de ce mouvement, quoi. Donc, voilà, le mec est trop fort. Au-delà de ça, à partir de la partie 3, certes, il y a une forte inspiration de la musique, etc. Pour moi, la partie 3, c'est celle qui marque un tournant. Déjà, c'est grâce au stand aussi que ça va arriver. C'est dans le concept d'un combat, tu vois. La stratégie dans un combat. C'est tout un truc il est trop loin. Le mec est trop loin à l'époque où on est dans des mangas à la Octonoken, à la Dragon Ball,
où il y a que de la bagarre, voilà, Des power-up, c'est pas le plus fort qui gagne, quoi. Exactement. Là, c'est pas le plus fort qui gagne. Et t'as des combats qui n'ont aucun sens. Enfin, aucun sens. C'est pour ça que c'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. C'est bizarre. T'as un combat de poker, voilà, c'est ce que j'allais dire. La partie de poker avec Darby, c'est incroyable. Voilà, dans le chat, comme par hasard, on parle de ça. C'est clair, on a un chien, Iggy, qui se bat contre un aigle. C'est des trucs. Ça va très très loin. La partie 3, pour moi, c'est peut-être ce qui marque le plus. On comprenait déjà un petit peu avec Londres avant. Avec les stands, on sent que maintenant, c'est plus un rapport de force, c'est un combat de brain, quoi, tu vois, vraiment. Donc, ça, c'est très très fort à qui a fait très fort. Ouais, c'est d'accord. Je suis d'accord avec Mangas dans le chat. Il y a des combats abstraits, mais c'est abstrait dans tous ces domaines, en fait, dans la forme, le fond, tout est abstrait. Et justement, le titre. Il est bien trouvé, on le comprend. Plus on lit JoJo's, plus on comprend le titre en fait. Il y a aussi sur un autre aspect, et là je voulais rebondir sur ce que disait Xayat tout à l'heure, il s'est libéré aussi sur... on ressent beaucoup plus vraiment son intérêt pour la mode. Déjà juste quand on voit le design des 5 Stardust Crusaders par rapport à tous les designs qui étaient faits avant, déjà on est quand même à un autre niveau. Faut juste voir à chaque fois Polnareff me bute avec son design vraiment de coupe de cheveux. Que je pense pour tout le monde, et c'est beaucoup plus libéré. C'est aussi pour les stands, forcément, il y a tout un autre niveau de chara-design à imaginer. Oui. Beaucoup plus par rapport à avant, où je sais pas, dans la partie 1, tu avais Dio avec tous ces monstres qui étaient un peu bizarres, mais ça restait quand même du classique. Alors que les stands, c'est quelque chose, c'est compliqué à imaginer quand on y pense, quand on les regarde de plus près. Et qu'on se dit, est-ce que ça me serait venu en tête un truc comme ça ? Ils ont une gueule bizarre, carrément. C'est celui que j'ai plus son nom en tête, c'est Fortune quelque chose, je crois, c'est la roue de la fortune peut-être, comment il s'appelle, Polnareff combat là sur l'île quand il cherche Abdol. Le design est trop étrange. Tu vois, c'est une espèce de masse informe, tu sais pas ce que c'est. Tous les designs quasiment des stands, ça joue comme ça sur un truc. C'est humanoïde, en même temps pas vraiment. On sait pas trop ce que c'est. Il y a des côtés animaux, il y a des trucs un peu presque de la machine. C'est super étrange et en même temps, ça crée un tout cohérent. En fait, moi, c'est ça qui me fait halluciner. C'est qu'il y a rien qui se ressemble et pourtant, quand tu regardes le truc de manière globale, t'es là, ouais, ça fait sens. Ouais, c'est ça. Et surtout, tu sais que c'est du JoJo's, quoi. C'est pas comme, il y a beaucoup de mangas où les styles se ressemblent et finalement. Voilà, un personnage que tu vois, je sais pas, tu le vois dans Fairy-Tail, tu peux le voir dans un autre Neketsu, tu vois. Dans JoJo's, un personnage, je sais pas, comme Robekishi, Rohan Kishibe ou un truc comme ça, tu peux pas le voir ailleurs que dans JoJo's, genre, c'est ça qui est très fort avec lui, genre. En tout cas, voilà. Les personnages sont propres à l'univers, quoi. Pour moi, la troisième partie, c'est la plus iconique, c'est celle qu'on retient, je pense, pour le grand public retient, en tout cas, celle-ci. Et avec le titre, parce que voilà, c'est le Neketsu par excellence, c'est une combat. Après, c'est aussi peut-être la plus chronophage pour certains, c'est peut-être aussi un frein dans le sens où c'est vraiment une suite de combats, c'est qu'ils avancent, ils combattent, ils avancent, et ça continue. Pour certains, il est chronophage, mais par contre, l'un des gros points forts dans l'histoire et dans son rythme, ça reste son combat final qui reste, je pense, pour beaucoup, dans un top 10, voire même dans un top 5 des meilleurs combats finaux dans un manga. C'est trop impressionnant. Je suis totalement d'accord. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est insane. Donc, allez lire, franchement, ça jusqu'à la fin. Ouais. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Il n'y a rien à dire. Je n'ai pas envie de vous dire d'en parler plus pour pas spoiler. Mais le combat final, on est au même niveau qu'un Goku contre Freezer. Oui, clairement. Ça mérite. Ça c'est définitif, peut-être un peu. Ça à la même table. C'est 2 tomes, je crois. 2 tomes, le combat. Ah ouais, quand même. Moi, j'ai regardé l'animé. De mémoire, dans l'animé, ça part assez vite. Après, non, oui, c'est vrai que dans le combat, il est très étalé, en fait. Ça se déplace beaucoup, c'est vrai. Non, justement, en vrai, le rythme est bien géré, je trouve. Autre chose qu'on comprend très vite dans la partie 3, c'est que Araki, il a des balls. Il peut tuer des personnages à tout moment, il peut des personnages importants, bien sûr, pas des personnages un peu trucs. T'es à l'abri de rien dans le Jojo, tu sens très vite que ça rigole pas. Ça va vite. Bah déjà, en vrai, ça, partie 2, en vrai. Presque le comprendre avant. Tu vois, dans la partie 1. Partie 1, c'est vrai. Mais après, partie 1, la partie 2. En fait, le truc, c'est que pour moi, partie 1, bon voilà, c'est un élément scénaristique. Partie 2, bon voilà, je vais pas spoil, mais c'est pas pareil. Parce que t'as pas, comment dire, t'as pas autant de personnages, c'est pas le même délire. Alors que là, tu peux regarder l'animé, à tout moment, t'as un mec qui meurt.
et tu peux pas l'anticiper, tu peux pas le. Et c'est jamais gratuit en fait. C'est ça que je trouve génial. C'est que c'est super bien pensé, c'est très. Comment dire, c'est très juste. En fait, ça sert toujours le propos, ça sert toujours le scénario, et surtout ça donne un côté imprévisible, et finalement, bah, t'es toujours sur tes gardes en quelque sorte, genre quand tu lis JoJo's, ou tu regardes même pour l'animé, on en reparlera après de l'animé aussi, mais c'est encore une force, le mec, ça se demandait est-ce qu'il a des défauts, genre, c'est... C'est clair. Bien sûr, petite parenthèse pour le chat, ne spoilez pas. Voilà, bien Oui. évidemment, voilà, on n'est pas là pour spoiler les gens qui sont pas forcément à jour. Donc évitez. Partie 3 iconique, dit aussi partie 4, dans une lignée encore totalement différente. On va peut-être donner la parole à Kai, si je veux bien en parler peut-être un petit peu. Du coup, la partie 4, on est carrément, on est sur à peu près le même schéma, parce qu'on est vraiment sur le côté on affronte quelqu'un, on affronte quelqu'un, on avance, on affronte quelqu'un. C'est comme ça pendant une bonne partie de la partie 4, mais c'est surtout un contexte complètement différent, étant donné qu'on est là dans un slice of life, et dans ce qui est l'idéalisation de la ville où Araki a grandi. Donc, Morio. Ouais, Morio. Et dans les années 99, donc on fait encore un bond en avant. Donc là, on est dans les années à peu près où la plupart d'entre nous sont nés. Donc là, c'est cool. Et avec surtout, là, il s'est inspiré de Polar surtout, avec justement un antagoniste qui fait pas froid dans le dos tout de suite, mais qui est pesant, Très différent. Très différent. Toi, surtout vu qu'il apparaît pas tout de suite, ça renforce ce sentiment en fait. Genre, tu sens qu'il est dans l'ombre, mais il apparaît pas tout de suite. Il y a qu'à voir les premières secondes de l'animé. Tu vois directement une main qui cuisine et tout, et ensuite t'as un plan et tu vois juste une main coupée avec du sang. J'aime beaucoup. Ça donne le ton. Ouais, vas-y. Juste, parce que le fait qu'il apparaisse pas tout de suite, moi je trouve que c'est un truc qui est super, c'est qu'en fait, vu que Morio, la ville de Morio, c'est un personnage quasiment du truc, en fait, toute cette partie que certains trouvent parfois un peu inutile ou trop longue, mine de rien, quand on y repense un peu, toute cette partie avant l'apparition de Yoshikage Kira, permet en fait de faire vraiment ressentir l'ambiance de la ville, ses habitants, ses habitudes. Et c'est là en fait que quand tu mets Kira dedans, tu te rends compte que ça se détraque. Et c'est là que ça commence à partir en couille. Et pour moi, tu peux pas faire la partie 4 en fait sans ces deux sous-parties indépendantes. C'est ça, et comme tu le disais, genre vraiment, c'est vraiment la première partie qui te met en place. Enfin, tu t'attaches aux personnages, tu les découvres. On est vraiment dans cette ambiance de groupe qu'on avait dans la partie 3, mais sauf en beaucoup plus étalé, étant donné qu'il y a beaucoup plus de personnages. On les rencontre, on les affronte. Ils sont pas forcément, quand on les affronte, ils sont pas forcément écartés de l'histoire, donc ennemis. Mais parfois ils rejoignent le groupe, parfois ils sont justement de côté et ils interviennent de temps en temps. Du coup, en fait, il y a vraiment ce côté, je dirais pas famille, mais je sais pas, il y a... On dirait limite un ville. Ouais, voilà, c'est ça, mais je sais pas, c'est un groupe, c'est une unité, quoi. Ouais, je dirais c'est la différence avec la partie 3 où là il y avait vraiment ils affrontaient quelqu'un et généralement il était comme il disait hors course, et à la limite pour quelques rares on les revoyait un coup mais c'est tout. Là c'était vraiment du au revoir des gars, je veux pas te voir, alors que là c'est un peu du on se tape mais on se regarde, on fait oh ça va, ouais. On va prendre un café mon gars. Allez, café. Surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les autres parties et celle d'après aussi, c'est que Araki, il met en scène surtout son envie de voyage, de nous faire voyager et tout. Et là, justement, comme Kyle l'a dit, il revient aux sources, il met en scène sa ville natale. Et là, justement, ça se passe que dans cette ville. Et t'apprends à connaître tous les personnages, même le personnage secondaire en arrière-plan, tu vas le revoir plusieurs fois limite, tu vois. Il est trop fort. C'est clair, pour moi, la partie 4, c'est celle où... pour moi, c'est l'esprit familial. On retrouve bien sûr Jotaro, d'ailleurs, qui va revenir très souvent après dans la suite du manga. On sent que c'est un personnage important en termes de popularité. Araki le remet un petit peu dans différentes parties qui suivront, et on va en parler tout à l'heure. Mais on suit Josuke et Geshikata, qui est du coup... pas du coup, parce que jusque-là, on suivait plutôt la descendance directe, on va dire, des Joestar. Là, l'idée principale. Voilà, là comme vous devinez, le mec s'appelle Higashikata et pas Joestar, donc je vous laisse deviner pourquoi. Je vous laisserai découvrir, c'est pour ceux qui ne savent pas. Mais ça reste un descendant des Joestar.
Et on va retrouver des personnages phares. On retrouve, je vais pas vous spoiler non plus, il y a d'autres personnages qui arrivent plus tard dans la partie. Pour moi, c'est entre le polar et le slice of life. Vraiment, on a un Kira derrière qui est très différent de Dio et qui pour moi est un des meilleurs méchants de l'histoire du manga tout court. Vraiment, c'est trop fort. De plus en plus, on sent l'inspiration de la mode, hein, mais dès le début du manga, bien sûr, mais la partie 4, on commence aussi à avoir un changement un peu dans le chara design petit à petit, et ça va vraiment se peaufiner dans la partie suivante, la partie 5. Là où avant, c'était un peu Octonoken style, un peu Romulus, etc. Là, on commence à avoir des personnages un peu plus maigrichons, un peu plus normaux finalement. Encore ça va, hein. Partie 4, ils sont... Ouais, ça va. Il y a Koichi qui fait 1m20, bon, à part lui. Mais les autres, le visage de Josuke, il était vachement proche. Au début de la partie, il était vachement proche d'un Jotaro ou de ce qu'on avait dans les parties précédentes. Et quand t'arrives vers la fin, il se rapproche un peu plus d'un Giorno, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est cette partie-là qui fait le pont entre les deux, tu vois. Ouais, je trouve, clairement. Pour moi, c'est le moment où la partie 4, c'est le moment où on passe comme tu disais, les gros mecs de 2m20, 130 kg de muscles, qui se foutent sur la gueule. À 15 ans, je rappelle. C'est ça. Après, à partir de là, on passe sur des personnages presque androgynes. Et d'ailleurs, j'ai mis une petite image normalement dans le dossier, une petite infographie. On voit cette évolution, et c'est très juste que tu dis, Kai. Son style évolue énormément au fil des parties de sa série et tout. Mais son style évolue énormément au sein d'une partie. Regardez, à chaque fois, au début et à la fin de partie, le personnage est méconnaissable. Et c'est tellement, je trouve, c'est tellement impressionnant comme truc de voir à quel point le mec évolue en permanence. Moi, Josuke, ça me choque encore, hein, vraiment. C'est trop grave. C'est vraiment là où il y a eu un pont en vrai dans cette partie. Hein. Pour moi, c'est vraiment une grosse erreur de se limiter à l'animé, vraiment. C'est bien pour découvrir l'œuvre, tu vois. Mais faut aussi revenir au support d'origine, et quand tu vois d'où il part en style de dessin, parce que oui, comme on l'a dit, c'était très atypique au début, le jeu c'est un ovni dans tous les sens du terme, aussi en termes de dessin, genre Phantom Blood, les personnages ils sont disproportionnés et tout, il faut le dire, hein, c'était pas aussi carré que maintenant, et vraiment juste l'évolution de son style au fil des parties, et au sein des parties même, c'est très plaisant à suivre. Genre. On va parler de l'animé dans pas longtemps, je tiens aussi à dire, par exemple, moi, Diamond is Unbreakable, la 4ème partie, c'est limite une de mes parties préférées, c'est au moins top 2 je crois partie préférée avec la 7. En animé finalement j'ai moins kiffé qu'en manga, tu vois. Alors qu'en manga, tu vois, ça se lit mais ça passe trop bien. En animé, je trouve que peut-être, après je suis semaine par semaine, donc peut-être ça pouvait aussi un petit peu. Moi je l'ai vécu semaine par semaine aussi, mais vraiment en animé j'ai trop kiffé. Je peux pas. J'arrive pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même kiffé. Mais personnellement, sur la partie, je voulais revenir sur Yoshikage Kira. Moi, que vous avez quelque chose à dire d'autre sur l'animé ? Non. Je voulais revenir dessus parce que surtout, c'est un changement d'antagoniste qui est vraiment ultra intéressant. Parce qu'avant, on avait on avait surtout 2 antagonistes, mais des antagonistes qui sont la personnification du mal. Hein. Il y a clairement pas d'autres termes. Et là, on passe sur un antagoniste qui est certes mauvais, mais qui des fois, par la façon de raconter l'histoire, est présenté des fois limite comme un protagoniste. Comme le vrai protagoniste de l'histoire, parce que en soi, ça reste quelqu'un de mauvais, mais c'est pas une personnification du mal, c'est quelqu'un juste qui est, j'ai envie de dire limite malade, et qui est en mode laissez-moi tranquille en fait. Juste, en fait, c'est cette façon de le. Parce que certes, il se fait, on vient le choper par le col parce que ce qu'il fait, il faut y arrêter un moment. Mais de certaine façon, c'est un schéma de protagoniste. C'est dans le sens, il vit sa vie et d'un coup, on vient le choper. Bon, là, vous avez Kira Yoshikage devant vous là, l'image. Vous reconnaissez, je pense, la personne dont c'est inspiré. Le chat, je vous laisse deviner. Après, je vous dirai peut-être la réponse, mais je pense que le visage est assez reconnaissable. Tu vois. J'aurais dû mettre le pull. Merde, j'aurais dû mettre le pull. J'en ai un comme ça de David Bowie. J'ai un con. Ah, voilà, il a. Merde, désolé. Bon, les gens savent. Les gens l'avaient, mais en fait, j'ai un pull de David Bowie. J'aurais dû le mettre pour l'occasion. Personnellement, moi, je suis à jour sur toutes les parties sur Jojo Lyon, j'ai vu toutes les parties. Ouais. Et Kira Yoshikage, c'est encore mon antagoniste préféré, et c'est même l'un de mes antagonistes préférés, tout manga confondu. Le mec, il est tellement en décalage sur le propre univers, tu suis l'histoire, comme on l'a dit, de la ville de Morio, de tous les personnages et tout. C'est une ville tranquille, le quotidien, voilà, c'est son histoire aussi. Sauf que lui, on suit cette tranquillité, mais on suit aussi sa propre tranquillité. Sauf que sa tranquillité à lui, il fait des dingueries. Son quotidien, voilà. Aussi, ça me tue. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que là où Dio
ce que disait très bien Dorian, il fait le mal, mais genre consciemment. Le mec est là pour te casser les couilles. Dire, t'as une meuf, je l'embrasse. T'as un pote, je le bute. Genre, le mec est juste méchant pour être méchant. C'est un sale type. Alors que Kira, quand on vient l'attraper, genre, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Genre, je collectionne des ongles, qu'est-ce qu'il y a? Genre, C'est ça. Il y a aussi dans la partie 2. Laissez-moi tranquille. Comment ça, laissez-moi tranquille, t'es en train de tuer des gens? Reviens là. Pourquoi tu fais ça? Il y a aussi C'est un décalage complice, c'est trop bizarre. Il y a une personnification du mal, mais quand même moins. Il y a un autre objectif derrière. Tu peux faire attention, mais ça reste quand même beaucoup basé sur ce modèle-là. Pour ça, justement, que ça dépayse beaucoup d'un coup. Ouais, avec Yoshiki. C'est super bizarre. Donc, surtout que tu sors d'une partie, la partie 3, où il y a les gentils et les méchants qui sont ultra clairement, à 2-3 exceptions près, tu te poses rarement la question de qui est méchant, qui est gentil, quoi. Et là, le mec, même tous les personnages, hein, si vous regardez bien de la partie 4, c'est moins un peu, t'es qui c'est plus en fait des gens qui se rencontrent, des rencontres entre des gens qui sont pas forcément, parfois il y en a qui sont même pas méchants du tout, ou, genre, je pense il y a une espèce d'alien à un moment, le cuisinier, t'as tout un épisode, on est en train de te faire flipper en disant putain, c'est un barjo, il va nous buter avec ses tomates, et non, le mec est très sympa, le mec est très cool, mais parce que c'est deux rencontres entre personnes qui se connaissent pas. Il est trop cool. Bien fait, je trouve. Il est trop cool avec une aura terrifiante et genre son stand il te fait souffrir ses grands morts alors qu'en vrai il te soigne genre mais c'est. Bon, en tout cas les amis, on va peut-être un petit peu accélérer parce que c'est vrai qu'on va si on parle, je sais que Jojo on pourrait en parler 8 heures d'affilée qu'on serait encore là, mais c'est vrai que la partie 4 pour moi c'est comme Xavier vient de le dire très justement, c'est moins manichéen, c'est moins méchant pour être méchant. Il y a des personnages qui sont là qui sont pas forcément méchants. Il y a aussi des personnages très importants dont on n'a pas parlé, Rohan Kishibe qui est un peu la personnification d'Araki dans le manga directement, donc c'est du génie total. D'ailleurs, il y a plein de spin-offs et on va peut-être vite fait en parler maintenant tant qu'on y est. Il y a des spin-offs pas mal sur Rohan Kishibe, que ce soit en animé avec les OAV, mais aussi en manga avec des tomes spéciaux, des chapitres spéciaux. Je pense à Rohan au Louvre aussi, exactement, qui est sorti à l'occasion d'une collaboration avec le Louvre. Donc, monsieur fait des collaborations et pas que avec le Louvre, hein, mais on va peut-être en parler aussi un peu à la fin. C'est n'importe quoi. Mais voilà, Rohan Kishibe, personnage très important dans l'univers JoJo's Bizarre Adventure. Partie 5, on passe sur de la mafia, c'est incroyable, l'animé en plus a sublimé le truc, je trouve. Donc c'est une partie aussi qu'il faut lire et voir absolument. On enchaîne dans un autre délire après un peu carcéral, on parlait de prisonnier Riku tout à l'heure. La partie qui suit Golden Wind, c'est Stone Ocean et on suit Jolyne Joestar qui est du coup la fille de Jotaro Joestar. Donc ça, je vous laisserai découvrir aussi la partie en animé. J'espère qu'elle arrivera bientôt, on espère. Par contre, mais voilà, sans spoiler, il y a des choses intéressantes à dire sur cette partie. C'est encore la volonté d'encore se renouveler. Déjà, il vire ses protas masculins, il prend une femme forte dans le jump. Encore une fois, citez-moi des héroïnes aussi marquantes que Jolyne dans le jump. Je sais pas s'il y en a d'autres. Voilà. Et quand tu vois aussi la fin de Stone Ocean, tu prends une claque qui te soulève encore une fois, genre c'est ça on n'en parlera pas, on laissera on va laisser la surprise, mais oui, c'est un truc de il est trop fort, genre juste dans la parenthèse, petite parenthèse, Jolyne Cujo et pas Jolyne Joestar, bien évidemment, excusez-moi. Mais par contre là où c'est un peu là que tu dis oui, une femme et tout en tant que personnage principal, alors oui c'est très original, mais par contre ça rencontre pas forcément le succès escompté. La partie 6 de Jojo, c'est un peu celle qui, je vais pas dire qui va mettre la série en péril, mais les lecteurs commencent peut-être un peu à en avoir marre. Et d'ailleurs, je pense que la fin de la partie 6 est en lien avec ça. Mais ça marche pas super bien. Et derrière, la partie 7 qui arrive, il se passe quand même un truc assez important. Elle ne s'appelle pas JoJo's Bizarre Adventure. Elle s'appelle à la base juste Steel Ball Run. Donc il y a plusieurs versions et sûrement c'est un peu un mélange de tout. Il y a l'idée de vouloir ramener un nouveau public, parce que si on te dit ouais c'est JoJo partie 7, t'es là, t'as 12 ans, tu viens d'acheter ton jump, t'es bon, peut-être pas, tu vois. Et surtout il y a un peu l'idée de gommer le côté JoJo en mode hop, JoJo c'est fini, il y a un nouveau manga, c'est le même auteur et tout, et ce sera un truc qui sera assumé que plus tard, une fois que Steel Ball Run marche bien, on va dire en fait c'est une partie de JoJo, alors que ça se voit. T'es pas con, tu le vois tout de suite. Et c'est pourtant ça n'a pas été assumé, ça n'a pas été marqué clairement dès le début. Je pense que c'est l'éditeur et l'auteur peut-être qui se sont mis peut-être d'accord sur ça au début pour créer un peu le truc. Et c'est surtout ça marque la série d'un reboot aussi, on peut le dire. À partir de la partie de Steel Ball Run, c'est plus la même timeline entre guillemets.
Donc, partie très importante de Steel Run, c'est pour beaucoup la partie préférée pour ceux qui sont un petit peu à jour dans le manga. Oui, c'est la meilleure. C'est une grosse course-poursuite à cheval à travers les States. C'est incroyable. Encore une fois, Steel Run, Araki qui arrive une nouvelle fois à se renouveler. Et c'est un truc de fou. On enchaîne aussi derrière avec Jojo Lion, qui est encore dans la même lignée, on va dire, de reboot à partir de Steel Run. C'est trop cool, tu peux dire un mot. Et ouais, juste, j'allais rebondir avec ce que le chat disait aussi, c'est que c'est très important, mine de rien, même si Araki se réinvente à chaque partie, voilà, il y a des nouveaux protagonistes et tout, mais c'est quand même important de suivre la lignée de l'histoire, donc de suivre les parties dans l'ordre, parce qu'il y a toujours des références, il y a quand même un fil qui se suit. Et justement, Jojo Lion, on a encore la preuve, dès le premier chapitre de Jojo Lion, de te spoil qui a gagné la course dans Steel Run, par exemple. Tu vois, c'est dommage de le faire dans le désordre. Donc, voilà, c'est pour ça. Mais après, ouais, Jojo Lion, c'est encore une fois validé. Hein. D'ailleurs, c'est la partie la plus longue du manga. Voilà, je crois qu'il y a 24 tomes, un truc comme ça. Voilà, ça en dit long. Donc après, en plus, il est passé au format mensuel, donc il y a moins de chapitres dans les tomes. Mais c'est encore une fois une partie validée. Hein. Là, il joue beaucoup sur l'aspect plus mystérieux, voilà, sur les origines du protagoniste qu'on connaît pas trop au début. Il a amnésique, il sait pas pourquoi. Il a 4 couilles, on sait pas pourquoi non plus. C'est trop, c'est encore bizarre, mais on a envie de savoir quand même. C'est incroyable. Le mec est trop fort jusqu'au bout, quoi. Et j'espère qu'il y aura une 9e partie. Vraiment. On veut pas que ça s'arrête, en fait. On espère. Et Jojo's Bizarre Adventure, on peut parler de Jojo's Bizarre Adventure sur la longévité aussi, tu vois, la longévité de l'auteur qui reste constant en termes de qualité quand même, un truc de ouf, tu vois, sur combien d'années maintenant? Ça fait combien d'années Jojo? Ça doit faire au moins 30 ans, je sais pas, facile. 87, ça a plus de 30 ans. Ouais, 30 ans quasiment. Donc le mec sur 30 ans, gardait la même ingéniosité dans ses histoires, dans ses combats, dans ses personnages, dans tellement de choses. Moi, je trouve que c'est une prouesse de fou et on peut que respecter l'homme. Sur le rythme, parce que jusqu'à c'est quelques tomes de Steel Ball Run, il est dans le Jump. Après, il bouge vers de l'Ultra Jump où il passe en mensuel, comme dit Otakult. Mais rendez-vous compte. Enfin, ça demande. Un exemple très connu, voilà, c'est celui de Oda actuellement. Ça fait 20 ans qu'il fait ça, il pisse du sang, le mec va mourir à chaque chapitre. Là, le gars continue, et surtout, il n'y a pas une baisse de qualité, il n'y a pas que ce soit en termes de dessin, en termes de machin. Le mec a un professionnalisme que je trouve juste épatant, et d'ailleurs ça s'explique notamment parce qu'il a un rythme de travail, le mec c'est une horloge. C'est sur tous les points, que ce soit sa vie, ses machins. Pour ça dire qu'il est excessivement jeune physiquement, le mec est en super forme tout le temps. Il t'explique dans une interview, oui alors tel jour c'est ça, tel jour c'est ça, après je prends 2 jours de repos, ce qui n'existe pas normalement chez les mangaka. Enfin, c'est un délire je trouve de voir ce mec travailler, il est toujours sur papier, on est en 2021. Personne ne travaille sur papier aujourd'hui. Non mais c'est clair que Araki c'est un monstre. Et bon, là c'est parlé de l'auteur, donc on va peut-être arrêter, mais on peut aussi, on peut parler des collaborations, parce que j'ai vite fait évoquer le sujet tout à l'heure. Certes avec le Louvre, mais monsieur se permet de faire des collaborations avec des marques de luxe, style Gucci et compagnie. Donc voilà quoi, en termes de merch, excusez du peu. en termes de merch, je pense que le mec est quand même fort. C'est pas Uniqlo quoi. Ah bah voilà, justement, t'as même Joline, du coup, sa protagoniste, qui est littéralement une égérie de Gucci, hein, excusez du peu encore une fois, mais elle a même son spin-off en rapport avec ça et tout, tu vois, c'est incroyable, genre, ces personnages sont tellement emblématiques que c'est des porte-étendards de marque, en fait, genre, c'est incroyable. Et ça, c'est aussi dû, du coup, j'en parlais au tout début du truc, par rapport à son rapport à la mode. Tous les Jojo poses, voilà, qui sont iconiques maintenant, c'est des poses qu'il a repris dans des magazines et qu'il a redessiné, etc. On sent que le mec est un amoureux inconditionnel de la mode, surtout en Europe, du coup. On sent beaucoup ça, tu vois, depuis le début du manga, depuis le début, vraiment. Phantom Blood, il a directement commencé à être. Les mecs sont élégants. Ouais, et il était même designer de mode, effectivement. Donc voilà, quoi, le mec était dedans déjà de base. Et on le ressent à travers ces différentes collaborations. On peut parler aussi des différentes adaptations en jeux vidéo, en OAV, en film. Il y a le film Phantom Blood, qui est un peu le film perdu dans ou animé. Le film animé. Oui. Animé, non, moi je parle du film animé, bien sûr, de Phantom Blood. Il y avait une esthétique vraiment pas mal, du coup. Hein. C'est dommage que...
Et du coup, le film n'est jamais sorti, finalement, tu vois. Il est sorti vite fait au Japon, au cinéma, peut-être une fois, comme ça, en vite fait, quoi. Il y a eu quelques personnes dans le monde qui ont eu la chance de le voir. On n'a pas de... Il n'y a pas de fichier, Il y a rien. Il y a rien, mec. Il y a rien Sérieux du tout. Putain. Donc, ça, c'est le film. Il est dans la disparu. PEG maintenant, genre, c'est zone interdite, le film. Ils ont supprimé toutes les Il est copies, genre, ils ont tout brûlé. Il est passé dans l'univers de Steel Run, genre, on sait pas il est où, genre. Donc il y a ça, on peut aussi parler, on va un petit peu accélérer parce qu'il est déjà un truc, on a beaucoup de choses à dire. Donc il y a les adaptations en jeux vidéo, je pense à Phantom Blood, comment il s'appelle? Ice of Heaven. Ice of Heaven et l'autre, j'ai oublié le nom, le jeu de combat sur PS3 là. Non, c'est Ice of Heaven ça. All-Star Battle, ah oui. All-Star Battle, voilà, merci les amis dans le chat, c'est All-Star Battle, qui est pour moi le meilleur jeu Jojo de ces dernières années en tout cas. Anecdote, au Japon, il y a des bandes d'arcade Jojo Battle Royale, voilà, vous savez. Oui, c'est vrai. Effectivement, donc il y a pas mal de dérivés en jeux vidéo. En anime, on a aussi des OAV pour la partie 3, Star Wars Crusader, donc qui eux sont trouvables encore aujourd'hui, ils sont DVD en France. Donc c'est une VF assez marrante. La VF est assez marrante, c'est vrai que c'est devenu un gag un peu sur internet. Donc si vous voulez franchement à voir, moi je dis à voir. Franchement, si vous êtes fan du truc, le chara design est intéressant, je trouve. Ouais. Genre très surtout en parlant de chara design rapidement, l'animé a fait une certaine uniformisation au niveau du chara design, ce que tu disais un peu tout à l'heure. Par exemple, moi c'est ça qui personnellement me sauve un peu la partie 5, c'est qu'ils ont quand même en fait créé un truc un peu plus constant en termes de chara design, là où c'est pas forcément le cas dans l'animé comme on voyait tout à l'heure. Et le chara design des OAV, il est très particulier, surtout qu'il change, je crois, d'épisode en épisode. Donc c'est une production qui est assez longue. Il y a des épisodes où Jotaro a une gueule particulière et d'autres non. De ce que j'ai vu, c'est un peu bizarre. Voilà. Et je trouve qu'on dirait un personnage de King of Fighter, mais ouais, totalement. Même comme ça ressemble pas vraiment à Jotaro, mais je trouve qu'il a de la gueule. Esthétiquement, oui, moi j'aime bien. Ouais. C'est un style de l'époque, je trouve très très Kutonoken encore une fois, très. C'est peut-être une caricature aussi. La VF de l'époque, le monde. Voilà. Alors que là, il ressemble à Jotaro. Grossièrement, bon, on peut dire oui, mais on reconnaît le personnage, quoi. Alors qu'avant, pas forcément. Sur les chaînes, c'est machin. C'est clair. Et du coup, ça, c'était une adaptation du manga qui est sorti il y a des années maintenant. On peut parler de l'animé du coup qui est sorti récemment. C'est en 2011, je crois. 2011, 2012, un truc comme ça. 2012, donc récemment, 2012. Quelque part, je veux dire très tardivement par rapport au manga. Comment on explique ça un petit peu que ça a écrit autant de temps à être adapté finalement? En fait, moi, c'est même un point que j'ai noté dans le doc, c'est que JoJo's Bizarre Adventure, ça a toujours eu un statut particulier dans le Jump. Enfin, ceux qui suivent un petit peu mes vidéos sur les Jump rétro, chaque année, JoJo's Bizarre Adventure, c'est jamais dans le top 10 quasiment. Genre, si tu fais le bilan des années à chaque fois, c'est souvent classé entre la fin du classement ou en tout cas le bas du tableau, quoi. Et finalement, quand tu vois les ventes, c'est là qu'on voit encore une fois l'importance des ventes, c'est que ça a été un succès, enfin surtout à partir de la partie 3, donc Stardust Crusaders. Mais je pense qu'il y avait aussi cette volonté de pas mettre JoJo's tout de suite dans les premières pages du Jump, parce que c'est pour les enfants, ça s'adresse aux jeunes ados, principalement le Jump. C'est clair. Tu vois, un jeune, il ouvre le Jump, il tombe direct sur JoJo's. Je sais pas si c'est peut-être pas pertinent, donc je pense que c'était plus par choix éditorial en fait. Ouais. C'est une des raisons qui ont fait qu'il a fini dans l'Ultra aussi, hein, c'est que partie 6, partie 7, ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, JoJo, quand c'est sorti à la base, particulièrement je pense à la partie 3, on était dans cette époque, âge d'or du Jump, machin, il n'y a pas de problème à montrer des nichons ou un mec qui se fait éclater la gueule. Sauf que JoJo, ça dure longtemps. Et ça traverse les époques, finalement, les générations. C'est ça, et sauf que le manga c'est pas du tout adapté à la ligne édito du truc qui est devenu vachement plus soft, que ce soit en termes de nudité, de violence ou quoi. Même par exemple, tu regardes Naruto, c'est très violent pour son époque, c'est très graphique, alors que tu le fous 10-20 ans avant, ça l'est pas du tout, tu vois. Et c'est pour ça à un moment, tu mets Jojo en 2000-2005 en première page du Jump. Imagine, t'es une mère, t'achètes le Jump pour ton gamin, il a 10 ans. T'ouvres, tu vois le premier chapitre de son océan, sans spoil. ouais, ok. Voilà, c'est un peu bizarre. Mais là, oui, parce que la régie qui parle de Chainsaw Man, oui, merci Muro. C'est pour ça que Chainsaw Man c'est bizarre. C'est pour ça que Chainsaw Man c'est un ovni. Chainsaw Man ça devrait être créé il y a 35 ans.
Jojo l'a fait avant, voilà. C'est peut-être aussi une volonté de l'auteur, hein, parce que quand tu arrives à des dizaines d'années de publication, au bout d'un moment, en hebdo, il passe en mensuel, et quand tu vois en mensuel, il a encore step up en termes de dessin et tout, tu vois, il est encore plus libre, plus créatif. Donc ça, en vrai, c'est même pas un mal, en fait, genre, c'était un bon move, je trouve. Genre. En plus, il fait la promo de l'Ultra Jump, et je sais plus si l'Ultra Jump, il a pas été lancé avec JoJo's, d'ailleurs. Je sais plus si je crois pas. J'ai peut-être une connerie, mais je crois pas. En tout cas, c'est clairement maintenant, c'est la série phare de l'Ultra Jump, quoi. C'est elle qui fait la promo du magazine, quoi. Elle seule, quoi. En termes de vente, ça se passe comment, Jojo Bizarre Adventure c'est 99, ouais. 100 millions d'exemplaires. Moi, ça me paraît peu en même temps. Enfin, on a peut-être un peu le cerveau explosé par les chiffres récents, mais 100 millions d'exemplaires en circulation été 2019, ouais, je crois, quelque chose comme ça. C'est une des séries les plus vendues de tous les temps, quand même. C'est une des séries plus oui, évidemment, mais tu vois, avec son nombre de tomes, là, on a plus de 110 tomes, je crois. Et justement, j'ai envie de dire, on est à la 8e partie aujourd'hui, qui a la série qui a même changé de magazine, donc elle a plus la même visibilité qu'avant, j'ai envie de dire aussi. Oui, et finalement, Jojo Lion, ça arrive à 200 000, 300 000 par volume. Genre, pas tout de suite, ça se fait progressivement, mais genre en une semaine, il tape les 100 000 directs, et c'est quand même un gros score encore aujourd'hui. Faut pas se leurrer avec se fausser avec les chiffres de Demon Slayer et Jujutsu. C'est un gros succès encore une fois, et ça prouve encore une fois que Araki, il traverse les générations, quoi qu'il arrive, le mec est toujours dans le game. C'est clair que JoJo's Bizarre Adventure, ça a marqué plusieurs générations en fait. Là où, je vous explique, hein, ça date du Golden Age du Jump à la base. JoJo's, toutes les séries là qui sont terminées là de l'époque, Dragon Ball, Slam Dunk, Dai, tout ça. Aujourd'hui, Jojo, ça continue. Hein. Donc, pour vous dire un petit peu le truc. Il a vu les Naruto passer, il a vu les One Piece passer, etc. Donc, c'est impressionnant. C'est insane. Et en termes de vente, en termes de succès, aussi d'estime, c'est très très fort dans le sens où beaucoup d'auteurs se sont inspirés après de lui. On a cité Taylor Shaman King, Yu-Gi-Oh, mais Naruto aussi quelque part. Tout le monde s'est inspiré de Jojo à un moment ou un autre. Donc, c'est très important, je trouve, de le rappeler. On peut parler aussi rapidement de l'édition du manga en France, quand même, parce que c'est assez hasardeux. Xela, tu veux prendre la parole sur ça ? Alors, on retrouve encore mon arc ennemi, j'ai lu. Voilà, ils sont partout, toujours eux, qui ont commencé. En vrai, ils ont commencé d'ailleurs assez sur le tard. Hein, de mémoire, c'est en 2002 ou en 2003 que Jojo commence chez J'ai lu. Donc, quand même, voilà, ça une petite marche. C'était déjà trop tard, en fait. C'était déjà trop tard. Ça marchera doucement. Enfin voilà, ça c'est pas un grand succès. Et finalement, c'est quelques années plus tard, après la fermeture de J'ai lu manga, Delcourt Tonkam récupère les droits et commence avec Steel Ball Run ou non. Ouais, C'est Golden Wind. C'est Golden Wind. Non. C'est Golden Wind. Alors, pour expliquer comme il faut, parce que la version J'ai lu a été éditée de 2002 à 2005. Ouais. Jojo Bizarre Adventure. Ça a fait du coup les 4 premières parties jusqu'à Diamond is Unbreakable. En 2007, c'est Tonkam qui reprend le manga et qui continue directement là où J'ai lu s'était arrêté. Donc à la partie 5, Golden Wind. Ils ont changé un petit peu ils ont changé un petit peu les couvertures, etc. pour que ça soit plus à l'ère du temps. Golden Wind, ils ont enchaîné directement avec la partie suivante, c'est-à-dire Son Océan. Et une fois Son Océan terminé, ils ont repris du début avec Phantom Load et ils ont repris une nouvelle charte graphique, un peu les tomes violets là qu'on connaît maintenant tous. Et ils ont recommencé du début et jusqu'à rattraper du coup un petit peu Jojo Lion, j'ai envie de très grande. Dans un sens, ça montre que ça montre le succès de l'œuvre. L'œuvre, elle a été bien accueillie pour son retour en France en fait. S'ils ont pris le parti pris de rééditer les parties précédentes, c'est que déjà il y avait un succès à l'époque, tu vois. Après oui, il y a eu une période où ça parlait beaucoup que la communauté achetait pas les tomes, etc. Mais c'est revenu avec l'animé. Enfin, merci à l'animé. Je pense que l'animé a fait beaucoup de bien à la série en France. Et là, c'est Tonkam, ils avaient communiqué un chiffre, je crois, c'était 1 million d'exemplaires vendus en France. Ouais, il y a quelques mois là. On peut dire qu'à l'heure actuelle, la série se porte très bien en France, quoi. Genre. C'est monstrueux. 1 million en France, c'est vraiment beaucoup. Après, il y a beaucoup de tomes et tout, mais quand même, surtout quand tu vois d'où on part. À un moment, les tomes sont absolument introuvables. Après, ils vendent. Il y a vraiment, ça se vendait à 500 unités par tome, quelque chose comme ça. Enfin, c'était catastrophique. Et là, maintenant, 1 million, on a Rohan Louvre qui sort. Enfin, c'est vraiment un sauvetage inespéré. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le fait que ce soit sorti très tard comme ça, Jojo, que ça arrive chez J'ai lu en 2002, quelque chose comme ça,
ça a fait que du coup, quand Araki a décidé de faire une expo en dehors du Japon, il n'est pas allé en Italie parce que en Italie c'était trop populaire. Jojo, ça avait déjà explosé. Voilà, les Italiens étaient déjà fans de Jojo. Il se dit, je vais aller dans un endroit qui ne connaît pas trop Jojo, mais qui est amateur d'art, qui est en haute estime l'art. Ici, mon pote. Ah, bonjour. Si tu vas pas en Italie, tu vas où? Tu vas en France. Voilà, il y a 2 pays en Europe. Et du coup, il a fait une petite expo comme ça en 2003. C'est un des tout premiers, si ce n'est le premier auteur, je n'irai pas jusque là, non, un des tout premiers en tout cas, auteur à être exposé en France dans une galerie d'art et tout à Paris. Et il en gardait un très bon souvenir. Il y a une très bonne interview qui est sortie là-dessus sur No Life à l'époque. Les 3 sur YouTube, je vous invite à la regarder. Mais vraiment, j'ai trop la haine. J'ai trop la haine parce que je me dis, on aurait pu le croiser comme ça, normal, banal. Sauf qu'à l'époque, personne ne le connaissait vraiment en France encore. Donc, si on a qui habitent à Paris, vous avez peut-être croisé Araki dans la rue et vous ne le saurez jamais. Voilà. Vous aviez 5 ans. Ah mais voilà, ça, c'est vrai que bon, Jojo's Bizarre Adventure en France, c'était quelque chose un peu spécial. C'est passé sur plusieurs éditeurs, mais fort heureusement, on a tout eu. Donc ça qui est cool, hein, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, c'est chez Delcourt Tonkam, on vous invite fortement bien sûr à acheter les tomes parce que c'est important de soutenir. Surtout quand un éditeur prend un risque aussi gros quand même d'éditer une série longue comme ça avec beaucoup de tomes qui marchait pas au début surtout. Qui marchait pas de ouf. Donc on sent que c'était les mecs, ils étaient vraiment passionnés, ils voulaient vraiment l'éditer. Donc on a beaucoup de chance sur ça. Il y a tous les spin-offs aussi sur One Piece Shibe, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont disponibles. On a pas mal de choses donc. Foncez, achetez, peut-être qu'on aura peut-être d'autres spin-offs ou d'autres mangas qu'il avait fait avant. Donc voilà. Est-ce qu'on peut conclure tranquillement avec nos parties préférées? Voilà, on fait un petit tour de table. Dorian, c'est quoi ta partie préférée de Jojo? Alors, c'est pas la préférée de tout le monde, mais moi, c'est la partie 2. J'adore le personnage de Joseph, j'adore à quel point il pousse ses londes. Elle est pas trop longue ni trop courte. Parfait pour moi. Dans le chat aussi, répondez, c'est quoi votre partie préférée? Bah tiens, on va faire un sondage. Non, tu peux pas faire de sondage. Non, vas-y, c'est relou. Dites juste les Ah, parties. oui. Ça marche pas, t'en as pas assez. Otakul, c'est quoi ta partie préférée, toi, de Jojo? Steel Ballrun, moi. Steel Ballrun, ouais, ok. En vrai, je les ai tous vraiment kiffés de ouf. Hein. Genre, moi, Jojo, c'est un 10 sur 10 pour toutes les parties. Mais Steel Ballrun, c'est trop, ça va trop loin. Moi, je rejoins l'avis d'Otakul, c'est la partie 7, ma partie préférée, mais comme beaucoup de gens. De toute façon, donc voilà. Kai. Populaire. Moi, j'hésite entre la 3 et la 4, mais je pencherai plus pour la 4. Ouais, très bonne partie. C'est ma deuxième partie. Je pense que c'est ma deuxième derrière la 7. Tu vois. Très différent, encore une fois. Tu peux partir d'un extrême à un autre. La 7 et la 4, ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est excellent dans les deux cas. Donc voilà, Xela. Moi, c'est la 3. C'est mon truc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Des grands mecs musclés qui se foutent sur la gueule et après ils se font des poignées de main de ouf. J'aime trop ça. Et vraiment, je trouve la partie 3, on dirait presque, c'est tellement excessif dans la manière de représenter tous ces trucs, un peu des films de groupe de potes, machin. C'est presque parodique, et pourtant, ça marche trop bien. Tous les personnages sont super attachants, ça te fait chialer, en même temps, t'es vraiment tes potes avec eux, c'est ce que tu disais tout à l'heure, David. C'est tes potes, et voilà, tu voyages avec tes potes, et ça, je trouve, c'est ouf, vraiment. Je suis d'accord. Petite parenthèse aussi à la fin, parce qu'on en a pas trop parlé, mais l'adaptation de David Production est quand même de qualité et très fidèle au manga sur plein d'aspects, pas que sur l'histoire, je parle forcément, je parle sur les couleurs par exemple, on en parlait tout à l'heure aussi, les couleurs ils ont repris un petit peu le même délire, les designs, bruitage, très intéressant. C'est un truc qui est super important dans le manga, la représentation du bruit et tout, des onomatopées. Il y a un vrai travail là-dessus, alors que, visuellement par rapport à ça, ça n'existe pas normalement. Tu fais pas ça, t'écris pas les onomatopées dans un animé, c'est bizarre. Musicalement parlant aussi, c'est intéressant. Hein. Genre en termes d'OST, comment ils représentent très très bien les personnages genre au travers de la musique. Je pense par exemple à l'OST de Kira Yoshikage le compositeur a totalement compris comment représenter le personnage de Kira en OST. Mais encore une fois les amis, on pourrait refaire une émission nouvelle juste sur l'anime, tu vois. Tellement il y a de choses à dire. Donc les endings. Les endings, c'est des vrais. Les openings, la CGI, l'opening 1 et le 2, c'est incroyable, c'est trop. C'est trop. Bref, on va pas commencer. C'est trop, il y a trop de trucs à dire encore. Jojo partie 2, les amis, bientôt. Alors, on va faire comme Araki. Ouais, si vous êtes chaud, on fait Team Manga Show, Jojo's Bizarre Adventure, la suite. Partie 2. Mais c'est vrai que voilà, Jojo's Bizarre Adventure, c'est un de nos mangas préférés. Je pense, je parle au nom de l'équipe, mais je pense que vous êtes tous d'accord. Clairement, top 5 pour moi. L'histoire du manga avec un grand H. Et cette émission devait la faire un jour ou un autre sur Stuff qui nous a tant marqué. L'animé est aujourd'hui disponible sur ADN, sur Crunchyroll,
sur Netflix, donc il est partout. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jojo, alors qu'il y a quelques années, finalement, c'était pas si connu que ça, c'était très niche. Moi, je me rappelle d'une époque, moi je fais l'ancien, je vais faire l'ancien un petit peu. Allez. Tu vois. Il y a une époque, personne n'en parlait, tu vois. Et aujourd'hui, tout le monde en parle et c'est trop bien. Je suis trop heureux de tout ça. Grâce à l'animé, donc c'est tant mieux. Et le manga est de qualité. Donc, on vous le conseille vivement. C'est chez Delcourt Tonkam.